Alors, donc, aujourd'hui, on va voir les concepts de base de la programmation orientée objet en Java. Et donc, on a déjà vu donc la notion de la programmation orientée objet ou bien les concepts de base. Et donc, déjà, nous avons défini ce que c'est qu'un objet, ce que c'est qu'une classe. Et donc, juste un rappel par rapport à la définition de l'objet. Donc, de façon générale, si on parle d'un objet physique, un objet physique est une entité du monde réel qui se caractérise par des états et des comportements. Donc, il y a des états qui caractérisent un objet physique et des comportements qui lui caractérisent aussi. Et donc, là, comme exemple, par exemple, des objets de type voiture. Et donc, la voiture est caractérisée par la couleur, le poids, la marque, la vitesse. Donc, ce sont des états qui caractérisent tous les objets de type voiture. En ce qui concerne les comportements, donc il y a le comportement démarrer, reculer, avancer et ainsi de suite. Donc, nous, on va travailler sur des objets informatiques. Et donc, c'est-à-dire, on va modéliser les objets de type, les objets physiques pour avoir un objet informatique. Et l'objet informatique, on peut le définir comme étant une entité informatique. Une entité informatique caractérisée par des attributs et des méthodes. Donc, les attributs, ce sont des données et les méthodes, ce sont des fonctions. On dit aussi ce sont des traitements, des opérations. Et les attributs, ce sont des propriétés qui caractérisent les objets. Donc, en ce qui concerne donc le mot classification, donc la classification signifie que les objets ayant la même structure de données et le même comportement seront regroupés en une classe. C'est-à-dire, on va créer des familles d'appartenance des objets. Donc, la classe représente une famille d'appartenance des objets, représente un modèle qui nous permet de créer des objets. Par exemple, ici, on a la classe livre, c'est-à-dire la famille des livres. Ici, la famille des employés. Ici, la famille des lecteurs. Je peux avoir la famille des produits, la famille des fournisseurs et ainsi de suite. Et donc, cette famille va avoir donc des propriétés, voilà, des propriétés qui caractérisent les objets d'appartenance, donc les objets qui appartiennent à cette dernière. Par exemple, les propriétés qui caractérisent des objets qui appartiennent à la famille étudiant sont le code, le nom, le prénom, le niveau de l'étudiant et ainsi de suite. Si on parle d'un produit, donc un produit est caractérisé par sa référence, sa désignation, caractérisé par son prix unitaire, la quantité en stock, et ainsi de suite. Et donc, on travaille sur d'abord un modèle, et donc le modèle va nous permettre de créer des objets. Et donc, le modèle représente donc une structure dans laquelle on va encapsuler les données, c'est-à-dire les propriétés qui caractérisent des objets, et aussi les fonctions, c'est-à-dire les méthodes. Dans l'approche orientée objet, on parle des méthodes. Alors ici, comme classe, il y a la classe livre qui est caractérisée par les propriétés titre, auteur. Et donc la classe va représenter un modèle qui va nous permettre de créer des objets ayant les caractéristiques titre et auteur. Et donc voilà deux objets qui sont caractérisés ici par le titre et l'auteur. Donc un autre objet ici caractérisé par le titre C++ et l'auteur aussi. La même chose ici, nous avons créé deux objets caractérisés par le nom, le prénom et le statut. Donc, c'est un ami directrice. Et donc, le nom et le prénom. Le nom, le prénom et le statut. Et donc, ici, la classe lecteur. Donc, de cette classe, nous avons créé deux objets, et ainsi de suite. Alors, quand on parle d'une classe, une classe représente un modèle. On peut dire aussi un mot. Une classe nous permet de créer des objets présentant des caractéristiques communes. Donc, on peut avoir la classe comme étant une famille d'objets, une famille d'appartenance des objets, un moyen pour créer des objets. Donc, la classe décrit les données internes. Donc, il donne une description sur les données internes ainsi que les fonctionnalités des objets. Donc, quelles sont les opérations à effectuer? Quelles sont les différentes fonctionnalités des objets?
On va parler aussi de ce qu'on appelle la construction d'un objet. Donc, on va construire un objet en utilisant, en utilisant une classe, en utilisant un modèle. Et donc, cette opération de création s'appelle construction, construction d'un objet. On dit aussi instantiation, c'est-à-dire la création d'un objet. Et là, on peut dire qu'un objet est l'instance d'une classe. Donc, un objet est l'instance d'une classe. Donc, ici, je vous donne un exemple d'une classe qui est composée de plusieurs membres, dont chacun, donc, qui soit un attribut, soit une méthode. Donc, les membres d'une classe, ce sont des données, c'est-à-dire des données membres, et aussi des fonctions membres, c'est-à-dire des méthodes de cette classe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méthode? C'est une fonction, c'est-à-dire un ensemble d'instructions de traitement. Et donc, ici, pour la classe compte bancaire. Donc, ça, c'est la syntaxe pour la définition d'une classe, classe le nom de la classe, et donc l'exemple ici, classe compte bancaire. Cette classe encapsule deux données membres, propriétaire et solde. Propriétaire de type chaîne de caractères et solde de type double. Et donc, ici, je parle de deux attributs. Deux attributs. Et puis, la méthode getSold et la méthode crédité. Donc, void crédité. Donc, il y a deux méthodes dans cette classe et deux attributs dans cette classe. Alors, il y a le principe d'encapsulation. Ça, c'est un concept de base de l'approche orientée objet. Donc, c'est un procédé qui consiste à regrouper les attributs et les méthodes à l'intérieur d'une classe. Donc, le regroupement de l'ensemble des attributs et des méthodes au sein d'une classe. Tout en associant à chaque membre, que ce soit donné aux méthodes, un niveau de protection, un niveau de visibilité, un degré, on dit aussi un degré de visibilité. Les degrés de visibilité qui existent, il y a public, il y a private, il y a protected. Après, on va voir la différence entre les trois niveaux de protection. La classe encapsule pas seulement des données membres, mais aussi des méthodes. Et parmi les méthodes qui existent, ce sont des méthodes standards, il y a le constructeur, il y a les accesseurs, que ce soit des accesseurs en lecture ou des accesseurs en écriture. Donc, généralement, on parle des accesseurs et des modificateurs. On dit aussi des sélecteurs et aussi des modificateurs ou des mutateurs. Et donc, après, on va voir la différence entre les deux. Alors, il y a aussi donc le concept référence à l'objet courant, c'est le mot-clé this. Donc, this permet de référencer un objet courant. Et donc, en PHP, on parle de $this, mais en Java, de this, on s'échappe de this. Et si on parle de C++, this est un pointeur. Et ce n'est pas une référence comme le cas de Java et de C#. Alors, pour donc, les niveaux de protection, il y a le niveau de protection public, donc tous les attributs ou méthodes d'une classe définie avec le mot-clé public sont utilisables par tous les objets. Il s'agit du niveau le plus bas de protection, c'est-à-dire tout ce qui est défini public sera accessible de l'extérieur de la classe, Donc, il y a la classe étudiant, la classe prof, et donc les données membres et les fonctions membres, c'est-à-dire les méthodes qui sont définies à l'intérieur de la classe étudiant seront accessibles à l'intérieur de la classe prof, car ils sont définis publics. Mais tout ce qui est privé, donc tous les membres privés qui existent dans une classe seront inaccessibles de l'extérieur de cette dernière. Donc, tous les membres d'une classe définie avec le mot-clé privé sont utilisables uniquement par les méthodes de la même classe. C'est-à-dire, j'ai défini le code comme étant une donnée privée à l'intérieur de la classe étudiant. Cette donnée privée sera accessible seulement à l'intérieur des méthodes de la même classe étudiant. Et donc, cet attribut, c'est-à-dire l'attribut code qui est prévu, ne sera pas accessible à l'intérieur des méthodes des autres classes, car la donnée est déclarée privée. Après, on va voir le niveau de protection protégé. Alors, en ce qui concerne la syntaxe d'une classe en Java, comme les autres langages de programmation, PHP, C#, on commence par spécifier le mot-clé classe. Classe, suivi par le nom de la classe, accolade qui marque le début de la classe,
et accolade qui marque la fin de la classe. Entre les deux accolades, on définit le contenu de la classe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut mettre entre les deux accolades? Il faut déclarer les attributs, c'est-à-dire les données de la classe, et développer les méthodes, c'est-à-dire les fonctions, et développer les méthodes. Et bien sûr, sans oublier le niveau de protection de chaque membre de la classe, que ce soit attribut ou méthode. Ça, c'est un exemple ici. Ça, c'est un exemple. Donc, classe, ma classe. Dans cette classe, j'ai déclaré une donnée. Cette donnée est privée, c'est-à-dire cette donnée sera accessible seulement à l'intérieur des méthodes de cette classe. Alors, on peut donc aller directement à l'environnement pour créer un exemple. Alors, je vais créer un projet Java. Donc, par exemple, le projet école. La création d'un projet a généré automatiquement la classe principale école et cette classe contient la fonction main et la fonction de démarrage. C'est-à-dire la classe qui ne contient pas la fonction main, on ne peut pas l'exécuter. Donc, seulement la classe qui contient la fonction main qu'on peut exécuter. Donc, c'est cette dernière qui représente le point de démarrage d'une application Java. Alors, à l'intérieur ici de ce package, de ce dossier école. Donc, école ici existe à l'intérieur du dossier école. Et donc, école ici représente un package. Alors, je crée une classe à l'intérieur de ce package. Par exemple, la classe étudiant. La classe étudiant. Alors, la classe étudiant. Et donc, maintenant, je vais déclarer les attributs. Donc, ça, c'est un commentaire. Donc, déclaration des attributs. Un étudiant est caractérisé, par exemple, par son code. Et donc, int code, string le nom, string le prénom et double moyenne. Et donc, ici, j'ai déclaré les attributs qui caractérisent des objets de type étudiant. Donc, on représente la classe étudiant. La classe étudiant est un modèle qui va nous permettre de créer des objets de type étudiant. C'est-à-dire, avoir un objet de type étudiant, c'est-à-dire attribuer une valeur à chaque attribut qui lui caractérise. Donc, un objet étudiant est caractérisé par le code, le nom, le prénom et la moyenne. Donc, pour donner naissance à un objet, il faut initialiser le code, le nom, le prénom et la moyenne. Sinon, il n'y a pas d'objet. Et donc, ça, c'est un modèle. C'est juste un modèle. Alors, donc maintenant, je vais aller à la classe école, la classe de démarrage. Dans cette classe, on peut déclarer int, par exemple, âge, string, par exemple, le nom, et puis âge reçoit 25, le nom reçoit un ami. Donc, j'ai utilisé des types comme int et comme string pour déclarer des variables. Et puis, j'ai créé la classe étudiant, donc je peux aussi déclarer un objet de type étudiant, car le modèle existe déjà. Le modèle est déjà développé. Donc, étudiant, donc je peux déclarer un objet de type étudiant, car ce type est déjà défini. Alors, est-ce que je peux déclarer un objet de type professeur, comme ça, professeur P? Non,
on ne peut pas déclarer un objet du type professeur. Pourquoi? Car la classe professeur n'existe pas. Donc, la classe professeur n'existe pas. Et donc, je ne peux pas déclarer un objet de type professeur. Et donc, pour que je puisse déclarer un type professeur, un objet de type professeur, je dois d'abord créer la classe professeur. Alors, est-ce que j'ai le droit de modifier, par exemple, le code? Regardez, e.code reçoit, par exemple, 20. Non. Pourquoi non? Car l'objet n'existe pas. Il n'y a que la déclaration d'une variable E qui fait référence à un objet, mais l'objet n'est pas encore référencé. Donc, E est une référence qui va référencer un objet. Mais cet objet n'est pas encore créé. Donc, il faut d'abord créer l'objet. Et donc, pour créer l'objet, on va faire E reçoit un new étudiant. Maintenant, l'objet va prendre sa place dans la mémoire. Et donc, E va faire référence à un objet. Maintenant, E.code reçoit 20. Il n'y a aucun problème. Donc, je suis en train de modifier la valeur du code. Alors, je vais afficher, par exemple, le code, le nom et le prénom. System.out.println, code plus E.code. On affiche aussi le nom. Donc ici, le nom. Alors, est-ce que je peux accéder directement à prénom? Est-ce que je peux accéder directement à prénom? Par exemple, system.out.println, prénom. Ici, directement prénom. Non. Comme ça, donc si on utilise prénom directement, il va considérer que prénom est une variable locale, est une variable de la fonction main qui n'est pas déclarée. Donc, il nous a affiché un message erreur. Donc, nous, on cherche à afficher le prénom de l'objet étudiant. Le prénom de l'objet étudiant, et donc le prénom doit être accessible via l'objet, via la référence E. Et donc, E.prénom, ça c'est obligatoire. Parce qu'on parle du prénom de l'objet étudiant. Alors, il y a aussi moyenne. E.moyenne. Voilà, E.moyenne. Alors, si on lance l'exécution, quel sera le résultat? Regardez la classe étudiant, dans laquelle il y a que int, code, string, le nom, string, le prénom, double moyenne. Et donc, nous avons créé un objet ici. Et puis, j'ai modifié le code. et puis j'ai affiché le code de nom, le prénom et la moyenne. Alors, avec cette instruction, on va créer un objet. Donc ici, il s'agit de la création d'un objet. Les attributs de l'objet vont avoir des valeurs par défaut. Les attributs de l'objet vont avoir des valeurs par défaut pour le code, le nom, le prénom et la moyenne. Et donc, créer un objet, c'est-à-dire construire un objet. Création d'un objet, c'est-à-dire construction. Construction d'un objet. Donc, je suis en train de construire un objet de type étudiant. Et je vais le construire en utilisant des valeurs par défaut. Une valeur par défaut pour le code, une valeur par défaut pour le nom, une valeur par défaut pour le prénom, une valeur par défaut pour la moyenne. Et donc, en langage de programmation Java, le code va prendre comme valeur par défaut 0. Le nom va prendre comme valeur par défaut nul, le prénom nul, car le nom et le prénom sont de type chaîne de caractères. Et la moyenne va prendre la valeur par défaut 0.0. Et donc, la création d'un objet
en utilisant des valeurs par défaut, puis après, nous avons modifié la valeur de l'attribut code. E.code reçoit 20. Et puis, on affiche. System.out.println, le code, donc là, on va afficher 20. Ici, on va afficher nul, nul, nul. Nul, nul, et ici, 0.0. La valeur par défaut pour la moyenne, car la moyenne est de type double, c'est-à-dire réel. Alors, je lance l'exécution. Donc, 20, nul, nul, 0.0, car il s'agit ici d'un réel. Alors, donc, si vous voulez, par exemple, modifier le prénom aussi, donc E.prénom reçoit une valeur quelconque, par exemple, Ahmed. Je peux modifier aussi le nom, donc E.nom reçoit le nom. Et le nom, la variable nom contient un ennemi. Et donc, de façon indirecte, on va affecter au nom de l'objet étudiant la valeur à ennemi. Et donc, maintenant, si on lance l'exécution, on va avoir 20 à ennemi, Ahmed, et pour la moyenne, 0.0. On lance l'exécution, et donc 20 à ennemi, Ahmed, et 0.0. Alors, comment peut-on empêcher l'accès à l'attribut code? Empêcher l'accès à l'attribut code. Et donc ici, l'attribut code, qui caractérise les objets de la classe étudiant, est accessible à l'intérieur de la classe principale, donc à l'intérieur de la fonction main, et la fonction main existe à l'intérieur de la classe école. Comment peut-on interdire l'accès à l'attribut code? On peut le faire grâce à l'utilisation du niveau de protection private. Maintenant, le code ne sera pas accessible. Regarde, il va signaler un message erreur ici. Donc, le code n'est pas accessible. Donc, je ne peux pas accéder à l'attribut code. Donc, je ne peux pas le modifier. Est-ce que je peux aussi modifier le nom s'il devient privé? Non. Le nom n'est pas accessible aussi. Je vais rendre aussi le prénom privé. Et la même chose pour la moyenne. Donc ici, j'ai des données privées. Ces données privées ne sont pas accessibles. Voilà. Et donc, je ne peux pas, je cherche à afficher le code, le nom, le prénom et la moyenne à l'intérieur de la fonction main. Ces données ne sont pas accessibles. Ne sont pas accessibles de l'extérieur de la classe. Et donc, je peux afficher à l'intérieur de la classe étudiant. Donc, je vais développer une fonction ici, void afficher, et dans laquelle on va afficher le code, le nom et le prénom. Voilà. System.out.println, le code, le nom, le prénom et la moyenne. Mais là, je suis en train d'accéder à l'attribut code via la référence E. Et la référence E ici n'existe pas. Et donc, ce qui existe ici, c'est la référence this. La référence this. Et donc, this va jouer le rôle de E. Et donc, this est une référence qui permet de référencer l'objet au cours. L'objet qui va déclencher l'appel ou bien qui a déclenché l'appel à la fonction affichée. Et donc, c'est E qui va afficher, qui va déclencher l'appel à afficher. Regardez ici. Donc, on va déclencher l'appel à afficher en utilisant l'objet E. Donc, E.afficher. Et donc, automatiquement, this va référencer l'objet E. Et donc, au lieu d'écrire E, on va écrire this. This. Et this existe déjà. Donc, c'est une référence qui existe. Elle est présentée déjà de façon invisible. Donc, je peux me contenter de prénom directement, sans utiliser this point. Donc, directement prénom. La même chose ici. Directement moyenne.
Alors, je reviens, mais là, il y a toujours un problème ici. Je ne peux pas accéder à l'attribut code, l'attribut nom et l'attribut prénom. Parce que j'utilise ici un moyen pour construire un objet en utilisant des valeurs par défaut. Et j'ai cherché à modifier les valeurs par défaut en accédant aux attributs directement. C'était possible avant, mais après l'utilisation des niveaux de protection privée, l'accès est devenu impossible. Et donc, pour résoudre ce problème, on doit utiliser un moyen qui nous permet de modifier les attributs privés, les valeurs des attributs privés. Et donc, la modification nécessite l'utilisation des accesseurs et des modificateurs. Donc, si vous voulez modifier, donc on va utiliser des modificateurs. Si vous voulez accéder aux valeurs, on va utiliser des accesseurs. On dit aussi des sélecteurs. Et donc, je vais ajouter une fonction qui permet de modifier le nom, une fonction qui permet de modifier le prénom, une autre qui permet de modifier la moyenne. Et donc, il s'agit d'une fonction qui ne va pas envoyer une valeur. Et donc, ce genre de fonction, les fonctions qui permettent seulement la modification, vont avoir le type void. Donc, void, je cherche à modifier. Donc, je vais utiliser le préfixe 7, suivi par le nom de l'attribut. Donc, je cherche à modifier le code. Donc, C en majuscule, code. Je dois passer un paramètre, une donnée d'entrée pour la fonction. Par exemple, int C. Et je vais utiliser C pour modifier le code. Donc, code reçoit C. Void. Set nom. String. Le nom. Nom reçoit nom. Et là, il y a un problème. C'est que il va affecter au paramètre nom le paramètre nom. Mais moi, je cherche à modifier ou bien attribuer le nom ou bien la valeur du paramètre nom à l'attribut ou bien à la valeur de l'attribut nom. Et donc, regardez ici la couleur du paramètre. Et ici, c'est la couleur noire. Ici, la couleur de l'attribut est verte. Et donc, pour modifier, regardez ici. Ça, c'est l'attribut. Et ça, c'est le paramètre. Et donc, si vous voulez modifier la valeur de l'attribut, et puis j'ai utilisé comme paramètre le même nom de l'attribut, je dois utiliser this de façon explicite. Donc, implicitement, il existe ici. Ça existe de façon implicite. Mais là, il faut l'utiliser de façon explicite, obligatoirement. Sinon, il va considérer le paramètre et pas l'attribut. Alors, this.nom reçoit non. Alors, void, set prénom. String, P par exemple. This.prénom reçoit P. Void, set moyenne. Alors, double, moyenne. This.moyenne reçoit moyenne. Alors maintenant, je reviens à la classe école. Et donc, on n'a pas le droit de modifier le code en faisant un accès direct à l'attribut code, mais on peut le modifier en déclenchant l'appel à la méthode setCode. Donc, e.setCode et je passe le code ici 20. Je vais modifier le nom e.setNom. Je passe maintenant le nom. Et puis e.setPrénom. Et je passe le prénom Ahmed. Et donc maintenant, je peux effacer e.code, e.nom et e.prénom. Et on lance l'exécution. Vous allez voir que nous allons afficher
pour le code 20, pour le nom Alabi, pour le prénom Ahmed et pour la moyenne 0.0. Donc, je lance l'exécution. Voilà, donc 20 Alabi, Ahmed 0.0. Et voilà. Alors, donc si vous voulez afficher par exemple la moyenne ici, on cherche à afficher la moyenne ici. On ne peut pas accéder à la valeur de l'attribut moyenne, car moyenne est privée. Donc, soit vous devez enlever le mot privé pour avoir l'accès à la propriété moyenne, à l'attribut moyenne, ou bien trouver une autre solution. Et donc, on va garder le niveau de protection privé et on va ajouter un autre moyen, un moyen d'accès à la valeur de l'attribut moyenne qui est privé. Et donc, la programmation orientée objet nous propose d'ajouter des getters. Donc, des getters, ce sont des méthodes qui permettent d'accéder aux valeurs des attributs privés. Et ces méthodes doivent être publiques. Alors, ici, je cherche à fournir la valeur de la moyenne, à retourner la valeur de l'attribut moyenne. Et donc, il faut utiliser une fonction qui renvoie une valeur. Et donc, on cherche à retourner la moyenne. La moyenne est du type double, et donc automatiquement double. Get est pas cette fois. Get moyenne. Cette fonction n'a pas de paramètre, car son rôle est de retourner la moyenne. Son rôle est de retourner la moyenne. Donc, je reviens à école. Et donc, ici, on a une erreur. Pour résoudre ce problème, je vais accéder via l'objet E, l'objet référencé par la référence E, à la méthode getMoyenne. Je peux modifier la moyenne ici, par exemple, E.7 moyenne, et je passe par exemple 18. Je lance l'exécution. Et voilà le résultat d'exécution, le code 20, le nom LMI, le prénom Ahmed, la moyenne est 18. Et voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, nous avons créé un seul objet. C'est l'objet référencé par la référence E en utilisant des valeurs par défaut lors de la création. Donc, il y a la possibilité d'utiliser des paramètres pour créer un objet. Donc ici, je n'ai pas utilisé des paramètres. Et donc, je peux passer des paramètres pour créer un objet. Donc, on aura besoin de combien de paramètres pour créer un objet de type étudiant? Donc, si vous voulez initialiser tous les attributs, il faut 4 paramètres. Il faut 4 paramètres, c'est-à-dire le code, le nom, la moyenne, le code, le nom, le prénom et la moyenne. 4 paramètres. Par exemple, je passe ici 10. Le paramètre un ami, par exemple. Le paramètre Amin, c'est pour le prénom. Et la moyenne, 14 par exemple. Mais là, il nous affiche une erreur. Il dit que ce n'est pas possible. On est en train de déclencher l'appel à une fonction qui permet de construire un objet de type étudiant. Or, cette fonction spécifique de la classe n'existe pas. Et donc, il faut la développer. Donc, il faut développer une fonction spécifique de la classe, une fonction qui porte le même nom que la classe, qui s'appelle étudiant, qui va jouer le rôle d'un moyen pour construire des objets de type étudiant. En utilisant des valeurs qui sont choisies par l'utilisateur pour la création d'un objet. Et donc ici, nous avons choisi comme valeur pour le code 10 et comme valeur pour le nom Amami
comme valeur pour le prénom Amin et pour la moyenne 14, cette fonction spécifique n'existe pas, donc on doit la développer ici, à l'intérieur de la classe. Alors, cette fonction doit porter le même nom que la classe. Étudiant. Alors, donc il nous donne déjà une proposition, donc il nous a proposé de générer automatiquement cette méthode qui permet de construire des objets, donc public, étudiant, int, ainsi de suite. Étudiant. Alors, int, par exemple, c'est string, le nom, string, p et double moyenne, par exemple. Alors, code reçoit C, c'est-à-dire l'attribut code, regardez la couleur, reçoit donc la valeur du paramètre C. Et puis, le nom reçoit nom. Et donc là, il y aura un conflit. Et donc, il faut obligatoirement utiliser la référence these. Et puis, prénom reçoit P et la moyenne reçoit moyenne. Et il faut aussi utiliser la référence these. Et donc, these.moyenne reçoit moyenne. Alors, il y a une erreur ici. Pourquoi il y a une erreur? Voilà. Où est-ce qu'il y a l'erreur? Bon, il n'y a aucune erreur. Donc, 1 reçoit nu étudiant, 10, un ami, Amin, 14. Donc, ici, la création de cet objet, l'objet étudiant, va déclencher un appel à cette méthode, et cette méthode s'appelle constructeur. Et donc, comme définition, un constructeur est une fonction spécifique qui porte le même nom que la classe, c'est-à-dire son rôle est la création des objets. Et donc, créer un objet, c'est-à-dire attribuer une valeur aux propriétés qui lui caractérisent. Et donc, j'ai utilisé ces paramètres. Le paramètre C pour attribuer une valeur à la propriété code, le nom pour attribuer une valeur à la propriété nom, P pour attribuer une valeur à la propriété prénom, et ainsi de suite. Donc, je reviens à la classe école. Et je vais déclarer une autre référence, étudiant A. Et je vais créer un objet de type A. Donc, ça, c'est juste la déclaration d'une référence. Donc, reçoit new étudiant. Alors, je cherche à créer un objet en utilisant les valeurs par défaut pour le code, le nom, le prénom et la moyenne. Donc là, il nous a donné un message erreur. C'est à cause de quoi? Il dit que le constructeur qui n'a pas de paramètres n'existe pas. Il n'y a que le constructeur qui a des paramètres. Il n'y a que le constructeur qui a des paramètres. Et si on supprime le constructeur qui a des paramètres, je vais le supprimer. Alors, je reviens à la classe école. Regardez, maintenant, elle a signalé une erreur dans la ligne 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le constructeur qui a des paramètres n'existe pas. Mais un reçoit nu étudiant qui déclenche l'appel à un constructeur qui n'a pas de paramètres, un constructeur par défaut, n'a pas généré une erreur. Alors que ici, dans la classe étudiant, le constructeur par défaut n'existe pas, un constructeur qui n'a pas de paramètres. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si aucun constructeur n'est développé dans une classe, si aucun constructeur n'est développé, si le compilateur qui va se générer, qui va se charger de le générer automatiquement. Le constructeur sera généré de façon automatique lors de la création d'un objet en faisant appel au constructeur par défaut. C'est le cas de la ligne 14 ici. Alors, maintenant avec un constructeur qui a des paramètres qui existent, si on revient
au fichier école.java, donc à la classe école, on va avoir une erreur dans la ligne 14. C'est-à-dire, il va nous demander maintenant de créer nous-mêmes un constructeur par défaut, un constructeur qui n'a pas de paramètres. Et donc, on doit l'ajouter obligatoirement. Là, étudiant, voilà comment l'ajouter. Voilà. Maintenant, il n'y aura pas de problème, regardez. Enregistrer, voilà, aucun problème. Et donc, j'ai le droit de créer un objet de type étudiant en faisant appel au constructeur par défaut, car elle est déjà définie ici. Vous allez me dire, mais le code n'est pas initialisé, le nom, le prénom et la moyenne, donc ils vont avoir des valeurs par défaut. 0 pour le code, nul pour le nom, nul pour le prénom et 0.0 pour la moyenne. Alors, à l'intérieur de la classe école, on va essayer d'afficher au lieu de l'objet E, on va afficher l'objet A. Et donc, il va nous afficher comme valeur 0, nul, nul, et pour la moyenne, 18. Pourquoi il nous a affiché la moyenne 18. Et car ici, nous avons affiché la moyenne en utilisant la référence E et pas la référence A. Et si on utilise la référence A, il va nous afficher 0.0. Voilà, 0.0. Et donc, à l'intérieur de la classe étudiant, nous avons défini deux constructeurs. Un constructeur qui a des paramètres et un constructeur par défaut. Même pour le constructeur par défaut, vous pouvez choisir vos valeurs par défaut. Vous pouvez les choisir. Par exemple, pour le code, je cherche à affecter la valeur 10. Pour le nom, la valeur non. Pour le prénom, et donc, par exemple, ici, comme valeur first name, ici, last name, et pour la moyenne, 10. Alors maintenant, si on lance l'exécution, il va nous afficher les valeurs par défaut que nous avons choisies. Donc, nous avons choisi 10, first name, last name, et 10 pour la moyenne. Ces valeurs sont considérées lors de l'affichage, car l'objet est créé avec le constructeur par défaut. Voilà, ce constructeur-là. Comme vous pouvez attribuer des chaînes de caractères vides. Donc, ici, chaîne vide. Alors, on lance l'exécution maintenant. On va avoir, voilà, des chaînes vides pour le nom et le prénom. Voilà. Et donc, nous avons vu comment créer une classe, comment déclarer des attributs, comment définir des constructeurs, car le constructeur nous permet de créer des objets. Donc, nous avons vu deux types de constructeurs, un constructeur avec paramètres, un constructeur sans paramètres, un moyen pour modifier les valeurs des attributs privés. Donc, ce sont des mutateurs, on dit aussi des modificateurs. Ce sont des moyens d'accès en écriture. Ça, c'est pour la raison de la modification. Nous avons utilisé aussi un sélecteur, on dit aussi un accesseur. Donc, c'est pour l'accès en lecture. Ce sont des fonctions dans le nom et préfixées par donc get, et ce genre de fonction renvoie une valeur. Et donc, le tool ici moyenne, car il s'agit de la fonction qui permet de résoudre l'accès à la valeur de l'attribut privé moyenne. Et ça, c'est la fonction afficher. C'est une méthode de la classe qui permet d'afficher le code, le nom, le prénom. Donc ici, j'ai pas affiché la moyenne. Je l'ai affiché directement juste après l'appel à la fonction afficher en faisant appel à la méthode getMoyenne qui est accessible de l'extérieur de la classe car elle n'est pas privée. Mais tout ce qui est privé est inaccessible à l'intérieur de la classe école. Tout ce qui est privé à l'intérieur de l'étudiant est inaccessible à l'intérieur de la classe école. Voilà. Alors, donc,
on va voir rapidement les éléments du cours. Et donc ici, il y a un constructeur qui permet d'initialiser la donnée, l'attribut donné, en utilisant le paramètre donné. Et donc, these.donné reçoit donné. On a une fonction FCT, public void FCT, qui permet d'afficher un message. Donc, system.out.println, salut. Fonction affiche. Cette fonction affiche le texte donné suivi par la valeur de l'attribut donné. Un autre exemple ici, classe point. Dans cette classe, j'ai déclaré deux attributs privés, x et y. On a un constructeur. Un constructeur est une fonction spécifique qui porte le même nom que la classe, donc point. Ce constructeur a deux paramètres. Pourquoi ces deux paramètres? Le premier paramètre, c'est pour initialiser l'attribut x. Le deuxième paramètre pour initialiser l'attribut y. Et donc ici, j'ai utilisé this.x pour dire que x signifie l'attribut de la classe, y ici précédé de la référence this, qui signifie qu'il s'agit d'une donnée membre de la classe, d'une propriété qui caractérise l'objet. Et ça, c'est le paramètre y, regardez. Ça, c'est le paramètre x. Alors, les accessoires aussi des sélecteurs, donc les accessoires en lecture, on utilise ici le préfixe get, donc get suivi par le nom de l'attribut. Donc get x retourne this.x, get y retourne y, ou bien retourne this.y. Les modificateurs ou les mutateurs, donc ce sont des fonctions qui permettent la modification des valeurs des attributs privés. Leur nom commence par set. Ça, c'est par convention. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste par convention. Void set x, int x, void set y, int y. Et donc, la fonction doit avoir un paramètre puisque je cherche à modifier la valeur d'un attribut. Et donc, ça, c'est l'attribut dont la valeur est à modifier en utilisant le paramètre x. Et c'est le cas aussi de l'attribut y qui est modifié en utilisant le paramètre y. Ça, c'est juste un exemple. Donc, public classe étudiant. Donc, la déclaration des attributs. Voilà, l'attribut code, nom, prénom et la note. La définition des méthodes. Et parmi les méthodes, ici, j'ai défini un constructeur. Un constructeur qui permet d'initialiser les attributs. Pourquoi l'initialisation des attributs? C'est pour donner naissance à un objet. Donc, on va donner naissance à un objet grâce à l'utilisation du constructeur. Un constructeur est un moyen pour construire des objets. Alors, public étudiant, ça c'est un constructeur par défaut. J'ai choisi d'attribuer un code nul, allant une chaîne vide, après une chaîne vide, à note, une valeur, la valeur 10. Et puis public void affiché, donc je cherche à afficher le code donnant le prénom et la note. Alors ici, j'ai déclaré deux références, la référence ETD1, la référence ETD2 de type étudiant. Et par la suite, j'ai créé un objet de type étudiant en utilisant le constructeur par défaut. Donc, ETD1 reçoit un étudiant, ça va déclencher l'appel au constructeur par défaut. Voilà le constructeur par défaut. Et puis après, l'affichage. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher nul, chaîne vide, et la note 10. Et puis, la création d'un objet étudiant en faisant appel au constructeur avec paramètres. Et puis, l'affichage. Et donc, on va afficher ETD001, Ahmadi, Ali et 15. Donc, pour la notion d'accesseur, un accesseur est une méthode publique permettant de récupérer le contenu d'une donnée membre privée au protected. Donc, un accesseur, pour accomplir sa fonction, il doit avoir comme type de retour le type de la variable à envoyer. Donc, on cherche à renvoyer le code. Et donc, le code est de type int. Et donc, la fonction doit être aussi de type int. Et donc, int get code et puis return code. String get no, return no. Et donc, la fonction renvoie une chaîne de caractères et donc, elle doit définir en tant que fonction de type string. Par convention, il faut commencer de préférence le nom de l'accesseur par le préfixe get et celui des fonctions
modificatrice par le nom, par le préfixe set. Et donc, set pour les fonctions qui assurent la modification, get pour les fonctions des fonctions qui renvoient la valeur d'un attribut. L'instanciation est l'opération qui consiste à créer un objet à partir d'une classe. En Java, le mot-clé new provoque une instanciation. Donc, le mot-clé new provoque une instanciation en Java, provoque une instanciation en PHP, provoque une instanciation en C# en faisant appel à un constructeur de la classe instanciée. Un constructeur est une méthode qui a le même nom que la classe. Un constructeur n'a pas de valeur de retour, donc il ne faut pas utiliser le mot-clé return à l'intérieur d'un constructeur. Un constructeur, donc ici plusieurs constructeurs peuvent exister dans une même classe. Et donc vous avez déjà vu l'exemple, j'ai défini un constructeur par défaut et un constructeur avec paramètres et je peux définir un constructeur qui a un seul paramètre, un constructeur qui a deux paramètres et ainsi de suite. Et donc je peux définir plusieurs constructeurs, c'est ce qu'on appelle la surcharge des constructeurs. Il faut au moins un constructeur dans une classe pour en instancier des objets. Donc le constructeur est obligatoire pour créer un objet d'une classe. Et donc, si aucun constructeur n'est développé, le constructeur par défaut sera généré automatiquement, sans problème. Les objets doivent être instanciés à partir de leur classe d'appartenance, et donc la classe ici c'est étudiant, et donc ici je dois faire new étudiant, car la classe porte le nom étudiant. Et comme ça, on va déclencher l'appel au constructeur de la classe, c'est le constructeur étudiant. Ça, c'est un exemple, classe form, dans laquelle j'ai déclaré l'attribut couleur, l'attribut calibre. Ça, c'est le constructeur qui a deux paramètres. Pourquoi ces deux paramètres? C'est pour initialiser les deux attributs, couleur et calibre. Voilà. Et puis ici, j'ai déclaré deux objets, donc l'objet pomme1, l'objet pomme2. Deux objets de type pomme. Et puis, j'ai créé le premier objet. Donc, pomme1 reçoit new pomme en faisant appel au constructeur qui a deux paramètres. Et donc, ce constructeur existe. Voilà le constructeur, il existe. Et puis ici, pomme2 reçoit new pomme. J'ai déclenché l'appel à un constructeur qui n'a pas de paramètres. Ce constructeur n'existe pas. Et donc, impossible de créer un objet en faisant appel à un constructeur qui n'a pas de paramètres, car ce constructeur n'existe pas. Pour qu'on puisse le créer, on doit ajouter un constructeur qui n'a pas de paramètres ici. Et donc, ici, un exemple d'utilisation d'une classe. Donc, ma classe O reçoit new class 12, l'utilisation O.affiche. Et donc, on a déjà vu un exemple. Et voilà, donc ici, public class pomme, deux attributs. Donc, je peux initialiser les attributs de la classe. Et donc, ici, donc, si vous voulez, alors, étudiant, vous pouvez initialiser le code ici directement. Donc, sans le nom, par exemple, un ami, prénom, donc Sarah, donc ici reçoit, et la moyenne, 15. Donc maintenant, je reviens. Je peux effacer ces valeurs par défaut. Et donc ici, on a deux références, la référence E et la référence A. Et donc A va référencer un objet créé en utilisant le constructeur par défaut. Et puis on va afficher cet objet. Et donc lors de l'affichage, nous allons afficher un étudiant qui a le code 100, le nom à LMI, le prénom Sarah et la moyenne 15. Donc il va prendre les valeurs par défaut. Voilà, donc 100 à LMI, Sarah et 15. Voilà, donc ici, la fonction affichée, pomme 1 reçoit new pomme, donc l'appel à un constructeur par défaut, donc le constructeur ici n'existe pas.
il sera généré automatiquement. Et donc, il va prendre des valeurs par défaut, des valeurs attribuées aux attributs. Et donc, lors de l'affichage, on va afficher red et 5. Voilà. Et donc, ça, c'est la première partie de cours de la programmation orientée objet en Java. Maintenant, on va passer aux exercices. Donc, je vais vous demander de réaliser l'exercice 1. Développer une classe calculette en Java permettant d'effectuer les 4 opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication et division de deux nombres. Développer une classe rectangle permettant de calculer la surface et le périmètre des objets de type rectangle. Et puis, réaliser le deuxième exercice. Donc, soit le programme principal Java suivant, public class principal, public static void main, examen E1 reçoit nu examen, examen E2 reçoit nu examen 10, 2h10, 24, 5, 2019, E1 point affiché, E2 point affiché, développer la classe examen pour que le programme ci-dessus affiche le résultat suivant. Et puis, vous pouvez passer à l'exercice numéro 3. Et donc, essayez de réaliser l'exercice 1 et l'exercice 2, et puis après, on va passer à la correction. Alors, on corrige le premier exercice. Donc ici, il nous demande de développer une classe calculette en Java permettant d'effectuer les 4 opérations arithmétiques, addition, soustraction, multiplication et division de deux nombres. Et donc, on va développer ces 4 opérations. Donc, moi, je sais que vous avez créé la classe calculette. Donc, je vais créer la classe calculette ici. Java class calculette. Dans cette classe, vous avez déclaré des attributs, 2 attributs, n'est-ce pas? Oui, A et B. Voilà, A et B. Donc, par exemple, int A virgule B. Et puis, vous avez créé un constructeur. Un constructeur pour l'initialisation des 2 attributs, A et B. Donc, un constructeur. Et donc, on peut le générer automatiquement en utilisant l'environnement. Donc, ici, on clique avec le bouton droit de la souris. Et nous allons trouver dans le menu contextuel ici le lien Insert Code, ou bien l'action Insert Code. Et puis, je vais choisir constructeur. Un constructeur qui a 2 paramètres pour l'initialisation des 2 attributs. Generate. Et donc, voilà, le constructeur est généré. Donc, public class, int A, public calculate, int A, int B, 10.A reçoit A, 10.B reçoit B, et puis nous allons développer les 4 méthodes. La méthode addition, soustraction, multiplication et division. Et donc, les 4 méthodes vont retourner une valeur. Et donc, A et B de type entier. Donc, la méthode addition va retourner un entier, int addition. Et donc, je pense que vous avez utilisé directement le mot-clé return. Return A plus B, sans utiliser une variable auxiliaire. Donc, vous pouvez utiliser une variable auxiliaire ici, int S reçoit A plus B, puis après return S, ou bien directement retourne l'expression A plus B, l'expression arithmétique. La même chose pour la soustraction, donc int soustraction. Int soustraction, retourne A moins B. Pour la multiplication, int multiplication. Vous avez fait retourne A fois B,
Et pour la division, donc si vous voulez récupérer un résultat donc entier, c'est-à-dire si on cherche à effectuer juste la division entière, la fonction doit retourner int. Et si vous voulez récupérer un résultat, que ce soit de type entier ou réel, donc déclarez ici la fonction division comme étant une fonction qui renvoie un résultat de type réel, double. Donc double division. Et donc, puis après, retourne A plus B. On va avoir un problème, bien sûr, lors de la division de A sur 0. Donc, si vous voulez diviser A par 0, vous allez rencontrer un message d'erreur. Et donc, on va le traiter en utilisant une exception à l'intérieur de la fonction main. Donc, je reviens à la fonction main qui existe à l'intérieur de la classe école. Donc, je vais effacer le contenu de la fonction main. Je vais créer un objet de type calculette C. Et puis, donc là, j'ai déclaré juste une référence et puis je vais créer l'objet. C reçoit new calculette. Je passe width 4 comme valeur et puis je vais afficher donc system.out.println. Alors, ici, par exemple, le A plus B égale C point addition. Donc, A plus B plus ici, C point addition. Donc, ça, regardez, A n'est pas accessible. Et donc, C point A plus C point B égale à C point addition. Je reviens à la classe calculette. Je vais déclarer les deux attributs comme étant des données privées, private. Je reviens à école. On n'a pas le droit d'accéder à A et B. Donc, A et B sont inaccessibles de l'extérieur de la classe calculette. Donc là, il faut utiliser un accessoire. Donc, les getCells. Je reviens à calculette. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Insert code. Je vais générer les getCells. Sélectionner A et B, générer. Je reviens à école. Et donc, au lieu de l'utilisation de A, je vais utiliser getA. Au lieu de B, getB, car B est une fonction, car getB est une fonction publique. GetB est une fonction publique, est une méthode publique de la classe calculette. Et donc, il est accessible à l'intérieur de la classe école. Donc, il est accessible de l'extérieur de sa classe d'appartenance. Alors, on va faire la même chose pour la soustraction, la multiplication et la division. Donc, je change l'opérateur. Je remplace addition par soustraction. Ici, la multiplication. Je remplace addition par multiplication. Ici, opérateur de division. Et je remplace addition par division. Mais là, après, on va voir que donc, le compilateur va générer un message d'erreur si la valeur de B égale à 0. Donc, on lance l'exécution pour faire le premier test. Donc, 8 plus 4 égale à 12, 8 moins 4 égale à 4, 8 fois 4 égale à 32, 8 divisé par 4 égale à 2.
virgule 0. Alors, je vais remplacer 4 par 0. Je lance l'exécution. Et voilà un message erreur ici. Car nous avons effectué une division sur 0. Et donc, on peut, regardez ici, by 0. Et donc, on peut personnaliser ce message en écrivant ici, et en mettant cette instruction dans le bloc de try. Donc, try. Alors, catch. Dans le cas où il y a un problème de division, donc ici, exception de X par exemple, on va afficher le message suivant. System.out.println division par 0, impossible. Alors, on lance l'exécution maintenant. Regarde, donc 8 plus 0 égale à 8. 8 moins 0 égale à 8. 8 fois 0 égale à 0. Division par 0, impossible. Et donc, ça, c'est pour la première question du premier exercice. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de question, c'est clair. Très bien. Et donc, on passe à la question suivante. Et donc, la question suivante nous demande de développer une classe rectangle permettant de calculer la surface et le périmètre des objets de type rectangle. Et donc, on va développer la classe rectangle d'abord. Alors, je développe la classe rectangle, new, Java class. Alors, new, donc ici, Java class, classe rectangle, finish. Donc, la classe rectangle est créée à l'intérieur du package école. Un rectangle est caractérisé par la longueur et la largeur. Et donc, par exemple, double longueur, virgule largeur. Et puis, il faut un constructeur. Et donc, public, un constructeur, le constructeur doit être public. Et si on le crée directement sans utiliser le mot-clé public, donc il sera public à l'intérieur du package. Donc, il sera public à l'intérieur du package, c'est-à-dire il sera accessible à l'intérieur des classes qui existent à l'intérieur du même package. Mais si la classe rectangle est créée à l'intérieur d'un autre package, le constructeur ne sera pas accessible à l'intérieur des classes des autres packages. Après, on va voir un exemple. Et donc, ici, rectangle. Un constructeur est une fonction spécifique qui porte le même nom que la classe. Le constructeur rectangle va avoir deux paramètres. Pourquoi? C'est pour initialiser les deux attributs, longueur et largeur. Donc, int LO pour la longueur, non, c'est double LO, double LA, la largeur. Alors, donc, longueur reçoit LO, largeur reçoit LA. Et puis, nous allons développer les deux méthodes, surface et périmètre. Et donc, les deux méthodes, ce sont des méthodes qui renvoient une valeur. La méthode surface va fournir la surface, qui est la longueur multipliée par la largeur, et l'autre va fournir le périmètre. Et donc, double surface. Surface. Alors, son paramètre,
nous allons utiliser les attributs, les propriétés qui caractérisent l'objet, et donc retourne, puisqu'il s'agit de la surface, et donc longueur multiplié par la largeur. Pour le périmètre, on va remplacer le mot surface par périmètre. Et donc, retourne longueur plus largeur multiplié par 2. Et c'est fini. Donc, maintenant, on va aller à la fonction main et on va créer un objet de type. Donc là, si vous voulez garder le code, donc je vais le mettre dans un fichier Word. Alors, exercice 1, question 1. Voilà. Donc, ça, c'est la classe calculette. Là. Et puis, la classe école. Et voilà. Et puis, je vais passer à la question numéro 2. Question 2. Et donc, pour la question 2, j'ai créé la classe rectangle. Et puis, à l'intérieur de la classe principale, je vais créer des objets de type rectangle. Donc, rectangle. Rectangle R, par exemple, reçoit new rectangle. Donc, ici, j'ai déclaré et j'ai demandé la création d'un objet de type rectangle en faisant appel au constructeur qui a 2 paramètres. Et donc, je vais donner 16 comme longueur et 8 comme largeur, ou bien comme largeur 9. Et puis, je vais afficher la surface système.système.out.println. La surface est. Et donc, l'accès à la surface se fait via l'objet R.surface. Je ne peux pas accéder directement, car surface est une méthode de la classe rectangle. Et donc, il doit être accessible via un objet de cette classe. Et c'est le cas aussi du périmètre. Point périmètre. Et donc, ici, le périmètre. Donc, le périmètre est. Alors, on lance l'exécution maintenant. Voilà, donc la surface est, le périmètre
Et, et voilà. Avez-vous des questions? Donc, je vous ai donné le temps de réfléchir. Et donc, maintenant, je corrige. Donc, si vous avez des questions, أنا كنسمع. Alors. Et donc, si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice 2. Et donc, l'exercice 2, soit le programme principal Java suivant. Dans ce programme, je vous ai proposé une classe qui porte le nom principal et c'est une classe qui contient la fonction main. Dans cette fonction, j'ai créé deux objets de type examen. Donc, l'objet référencé par E1 et l'objet référencé par E2. La différence entre les deux instructions est que ici, j'ai demandé la création d'un objet en faisant appel au constructeur par défaut. Ici, l'appel au constructeur qui a des paramètres. Et puis, j'ai demandé, bien, j'ai consommé la méthode afficher en utilisant l'objet E1 pour afficher les propriétés ou bien les valeurs des propriétés qui caractérisent l'objet référencé par E1 et ici l'affichage via la référence qui permet de référencer l'objet E2. Je vous ai demandé de développer une classe ou bien la classe examen. La classe examen pour que le programme ci-dessus affiche le résultat suivant. Pour que ce programme affiche ce résultat. Et donc, moi, je vais aller directement à la fonction main. Et donc, je vais prendre ce code et je vais le mettre dans la fonction main. Et je vais voir ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai rien copié. Donc, copier. Alors, copier et coller. Voilà. Et il y a des erreurs. Une erreur de la première ligne. Il dit d'abord que examen n'est pas défini. Il n'existe pas une classe examen. Donc, je dois d'abord résoudre le premier problème. Le premier problème concerne le problème d'utilisation du type examen. Donc, je suis en train d'utiliser un type qui n'est pas défini. Et donc, la classe examen n'est pas créée et donc je ne peux pas utiliser ou bien créer des objets de type examen. Pour résoudre ce problème, je vais créer une classe examen, donc new Java class examen. Donc, regardez. Après la création de la classe examen, il va passer directement à la ligne suivante. Donc, il va signaler une erreur dans la ligne suivante. Regarde, finish. Je reviens à école et donc il y a une erreur dans la ligne suivante. Et donc ici, non. Ici, on déclenche l'appel à un constructeur par défaut. Est-ce que le constructeur par défaut existe? Oui, le constructeur par défaut, de façon implicite, existe, explicitement n'existe pas. Donc, puisque aucun constructeur n'est développé, donc le système va se charger, ou bien le compilateur va se charger de générer un constructeur par défaut pour créer un objet de type examen en utilisant les valeurs par défaut. Et si je suis en train de créer un objet en utilisant un constructeur avec paramètres. Et donc, ce constructeur, vous devez le développer. Il faut le développer obligatoirement. Alors, je vais mettre en commentaire cette ligne.
Et puis, j'ai commenté la ligne dans laquelle nous avons créé l'objet référencé par E2, on doit aussi commenter E2.affiché. Et donc, je garde seulement E1.affiché. Et s'il y a une erreur, car la méthode affichée n'existe pas, je vais résoudre ce problème en créant la méthode affichée à l'intérieur de la classe examen. Et donc, void affiché. Et le problème est résolu. Regarde, maintenant, aucune erreur. On lance l'exécution. Et il n'y a rien. Nous avons créé un objet référencé par E1. Nous avons déclenché l'appel à la méthode affichée. Affiché ne contient rien. Et donc, c'était juste pour résoudre le problème ou bien pour résoudre pour éviter les messages erreurs. Et donc maintenant, si on revient à l'énoncé, avec E1.affiché, on doit avoir cette première ligne. Code 2.0, durée 2.1, H30 ou bien 1h30, date 00/00/40 et aussi les deux accolades, donc l'accolade ouvrant et l'accolade fermant. Donc, il faut bien sûr utiliser system.out.println à l'intérieur de la méthode affichée pour afficher cette ligne, ce résultat. Il faut respecter la forme d'affichage. Allons à afficher. Donc, system.out.println et deux accolades. Alors, system.out, alors ça doit être à l'intérieur de afficher. Voilà. Donc, je lance l'exécution maintenant. Il nous affiche les deux accolades, rien. Et donc, il n'y a rien entre les deux accolades. Alors, entre les deux accolades, je dois afficher le code, la durée et la date. Et donc, d'après l'affichage, je peux dire que la classe examen doit être caractérisée aussi par les propriétés code, durée et date. Et donc, on aura besoin de ces propriétés pour qu'on puisse créer un objet en faisant appel au constructeur qui a des paramètres. Parce que ici, le deuxième objet qui est référencé par E2 nécessite l'utilisation des paramètres pour le créer. Et ça, c'est juste un exemple. Et donc, on va donner comme ça la possibilité aux utilisateurs de créer un examen en spécifiant des valeurs en fonction de leurs besoins. Donc, ça, c'est la durée par défaut, c'est 1h30. Mais un utilisateur peut choisir comme durée 2h10, un autre 2 heures, un autre 3 heures, et ainsi de suite. Et donc, je vais déclarer ici les attributs nécessaires. Il y a le code de l'examen. Il y a le string, la durée. Il y a string, la date. Et donc, ici, on va afficher system.out.println, code, deux points. Donc, on affiche plus code. Alors, plus un espace, plus. Donc, après l'espace, ici, il y a durée. Deux points, plus durée, plus date. Donc, ici, un seul opérateur plus la date. Donc, deux points, plus date, plus. Voilà. Alors, on va lancer l'exécution. Regardez ici. Ça, c'est école. On demande la création d'un objet en faisant appel au constructeur par défaut. Le constructeur par défaut n'est pas développé explicitement ici, n'est pas développé explicitement.
Donc, il sera généré automatiquement. Puis, un appel à la fonction affichée. Donc, je lance l'exécution et vous allez voir le résultat suivant. Code 0, durée nulle, la date nulle. Or, dans l'énoncé, je vous demande d'afficher les valeurs par défaut 0, 1h30 et 0, 0, 0, 0, slash 0, 0 et puis slash 4, 0. Chose qui nous demande de donner des valeurs par défaut à nos attributs. Par exemple, ici, le code reçoit, donc ça c'est 0, donc il va avoir la valeur 0 automatiquement. Donc ici, la durée reçoit, donc d'après l'énoncé 1h30 et la date, on va juste préciser le format de la date, donc slash 00 slash 40. Alors, si on lance l'exécution maintenant, code 0, durée 1h30, la date, voilà, 00 slash 00 slash 40. Je vais activer maintenant la ligne suivante. Examen E2, reçoit nu examen. Et donc, comment peut-on éviter ce message d'erreur? On va l'éviter grâce à la création d'un constructeur qui a 3 paramètres. Alors, la création d'un constructeur qui a 3 paramètres. Alors, examen, ça c'est le constructeur qui va avoir 3 paramètres. Donc, int code, string, la durée, et string, la date. Alors, this.code reçoit code et this.durée reçoit DU et this.date reçoit DA. On revient maintenant. On va revenir à école.java. Et donc maintenant, regardez, il nous a affiché un autre message erreur. Il dit que le constructeur par défaut n'existe pas. Et donc, pourquoi il a signalé cette erreur? Car nous avons développé un constructeur qui a des paramètres. Et donc, le fait de développer un constructeur qui a des paramètres, ça va nous imposer de développer de façon explicite un constructeur par défaut. Et donc, la création d'un constructeur par défaut maintenant est obligatoire. Il faut le générer, il faut le créer aussi, obligatoirement. Donc, examen. Voilà, donc le constructeur par défaut est créé. Donc, on va garder ces valeurs par défaut. Donc, on ne va pas les modifier à l'intérieur du constructeur par défaut. Et donc, maintenant, il n'y a aucune erreur. Et donc, ça, c'est ici, on affiche l'objet E1. Et donc, pour afficher l'objet référencé par la référence E2, on active la ligne. Et puis, vous allez voir le résultat qui est donné dans l'énoncé. Voilà. Donc, code 0, la durée 1h30 et ainsi de suite. Code 10, durée 2h10, date et ainsi de suite. Voilà. Avez-vous des questions? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Oui. Très bien. Très bien. Alors. Et donc, maintenant, je vous demande de réaliser l'exercice numéro 3 et puis l'exercice numéro 4. Donc, d'abord, l'exercice numéro 3. Construisez une classe nommée étudiant qui contient comme données membres le numéro de l'étudiant, son nom complet et un tableau de 10 notes. Le numéro de l'étudiant ne sera accessible que par les fonctions membres de la classe. Une méthode affichée permettra d'afficher les informations sur un étudiant, son numéro, son nom, ses notes et la note maximale. Une troisième méthode nommée note maximale, seulement accessible par les fonctions membres, permettra de fournir la note maximale de l'étudiant. Et puis ici, donc une note. Le constructeur doit permettre d'initialiser chaque élément du tableau note par la valeur 10
Et puis, développer une méthode nommée Saisir permettra de remplir le tableau de notes d'un étudiant. Et puis, l'exercice 4. Donc, d'abord, réaliser l'exercice numéro 3. Allez. Alors, on corrige l'exercice numéro 3. Donc, construisez une classe nommée étudiant qui contient comme données membres le numéro de l'étudiant, son nom complet et un tableau de 10 notes. Donc, allons à l'environnement. Donc, je vais créer, par exemple, un nouveau package dans lequel je vais créer mes classes, ou bien ma classe étudiant. Et donc, package, par exemple, gestion notes, c'est-à-dire gestion des notes. Alors, gestion notes. À l'intérieur de ce package, je vais créer la classe étudiant. Étudiant. Et donc, la classe étudiant est créée à l'intérieur du package gestion notes. Cette classe est caractérisée par les données. Donc, les données membres numéro, donc int numéro, private string, le nom complet, et puis private. Alors, il y a le numéro, le nom complet, et il y a aussi un tableau de 10 notes. Et donc là, on va déclarer un tableau de notes, donc private, double, note. C'est un tableau que nous allons créer à l'intérieur du constructeur. Donc, on va réserver des emplacements mémoire pour 10 notes. Maintenant, je vais créer un constructeur. Donc, d'abord, regardez ici. Un tableau de 10 notes, le numéro de l'étudiant ne sera accessible que par les fonctions membres de la classe, c'est-à-dire le numéro doit être privé. Le numéro doit être privé. Donc, moi, je l'ai déjà déclaré privé. Je crée un constructeur. Alors, ici, le constructeur étudiant. Ce constructeur va avoir comme paramètre le numéro et le nom. Donc, int numéro et string, le nom complet. Donc, nom prénom, NP. Numéro reçoit num. Et puis, nom complet reçoit NP, c'est-à-dire le nom prénom. Il nous a demandé, donc d'après l'énoncé, il faut créer un tableau de 10 notes. Maintenant, on va créer un tableau de 10 notes. Note reçoit new double de 10. On continue la lecture. Une méthode affichée permettra d'afficher les informations sur un étudiant, son numéro, son nom, ses notes et la note maximale. Une troisième méthode nommée note maximale, seulement accessible par les fonctions membres, c'est-à-dire cette méthode doit être privée, permettra de fournir la note maximale de l'étudiant. Le constructeur doit permettre d'initialiser chaque élément du tableau note par la valeur 10. Et donc, il faut parcourir le tableau note et initialiser chaque élément par la valeur 10. Et donc, for int i reçoit 0, point virgule i inférieur à 10, point virgule i plus, note de i reçoit 10. Initialiser tous les éléments du tableau à 10.
il nous a demandé de développer la méthode note maximale. C'est une méthode qui permet de fournir la note maximale du tableau de notes. Cette méthode doit fournir une valeur réelle. Et donc, double note maximale, à l'intérieur de cette méthode, on va déclarer une variable max de type double. Donc, max ou bien note max. Je suppose que le premier élément, bien la première note, est le max des éléments du tableau. Donc, je suppose que le premier élément contient la note maximale. Et donc, note max reçoit note de 0. Et puis, on va parcourir le tableau à partir de l'indice 1 et on va comparer la note supposée max avec les valeurs du tableau. Donc, la partie qui reste, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 9. For int i reçoit 1 et pas 0 parce que j'ai déjà affecté à note max la note qui existe dans la position 0. Donc, for int i reçoit 0, i inférieur strictement à 10, point virgule i plus plus, if note de i est supérieure à note max. Si note de i est supérieure à note max devient note de i. Et finalement, nous allons retourner note max. On va retourner note max. Ça, c'est la fonction note maximale. Après, donc il y a le numéro de l'étudiant et ainsi de suite. Voilà, donc une méthode affichée permettra d'afficher des informations sur un étudiant, son numéro, son nom, ses notes et la note maximale. Donc, je vais développer la méthode affichée. Donc, la méthode note maximale est une méthode, regardez, seulement accessible par les fonctionnements, c'est-à-dire il faut qu'il soit privé. Je développe la fonction affichée et la méthode affichée. Donc, void affiché est une méthode qui permet d'afficher le numéro, le nom complet, les notes et la note maximale. Donc, system.out.println numéro, deux points, donc plus numéro, et puis system.out.println nom complet plus nom complet, system.out.println donc nom complet, et puis les notes. Donc, les notes. Donc ici, son retour à la ligne, je vais les afficher directement, juste après le message les notes. For int i reçoit 0, point virgule i inférieur à 10, point virgule i plus plus. Donc on va parcourir le tableau de notes. On a un tableau de 10 notes. System.out.print et pas println. Je vais afficher une note de i suivi par un espace. C'est un séparateur de notes. Et après, on va afficher un retour à la ligne system.out.println
print ln, on affiche un retour à la ligne. Et puis, nous allons afficher la note maximale. System.out.print ln, la note maximale est plus note. On a la fonction note maximale. La fonction note maximale. Il nous a proposé aussi, je pense, de développer une méthode nommée Saisir, permettra de remplir le tableau de notes d'un étudiant. Donc, on va développer la fonction Saisir qui permet de remplir le tableau de notes. Et donc, void Saisir. Alors, pour remplir le tableau de notes, en utilisant le clavier, on aura besoin d'un objet de type scanner. Et donc, scanner, par exemple, les claviers reçoit new scanner system.in. Donc, il s'agit ici un flux d'entrée. Il nous demande l'importation de java.etude pour qu'on puisse utiliser la classe scanner. Et donc, après, system.out.println, entrer le numéro. Donc, entrer, non, là, il faut une boucle parce que je vais remplir le tableau de notes. For int i reçoit 0, point virgule i inférieur à 10, point virgule i plus plus. On va utiliser deux instructions ici, et donc il faut les délimiter par les deux accolades. System.out.print voilà, print, entrer la note plus i plus 1, parce que j'ai commencé à partir de 0, et donc i plus 1, c'est 0 plus 1, et donc il va commencer par le message entrer la note 1. Ici, 2 points. Et puis système, point, mais pas système, mais c'est maintenant note de i reçoit clavier, point, next double. Et voilà. Et comme ça, on va remplir le tableau de 10 notes. Voilà. J'ai terminé la classe. Et donc, j'ai développé tous les éléments de cette classe. Les attributs sont déclarés. Le constructeur est déjà développé. La méthode note maximale qui est privée est déjà développée. C'est une méthode qui renvoie à la note max. La méthode affichée est développée. La méthode saisie, ou bien saisir, est développée. Maintenant, je vais ajouter à l'intérieur du paquet gestion de notes une classe principale, c'est-à-dire une classe qui contient la fonction bin pour que je puisse créer des objets et tester la classe étudiant. Alors, new, là, je vais demander la création d'une classe, add, voilà, d'une classe Java main class, d'une classe principale, et donc next. Donc, par exemple, ça c'est gestion note, et donc classe, ça c'est classe étudiant. Donc, classe, par exemple, test étudiant. Ou bien classe gestion note. Qui est créée à l'intérieur du paquet gestion note. Et donc, à l'intérieur de la fonction main, je vais créer un objet de type étudiant.
étudiant E reçoit new étudiant. Reçoit new étudiant. Le numéro d'étudiant est 10. Son nom complet, Alami Amal. Et puis, je vais afficher E.afficher. On affiche. Et donc là, il va nous afficher le numéro d'étudiant est 10, le nom complet Alami Amal, les notes 10, 10, 10, 10, 10, 10, car à l'intérieur du constructeur, nous avons initialisé chaque élément du tableau par la valeur 10. La note maximale est 10 aussi. Donc, je lance l'exécution. Numéro 10, nom complet Alami Amal. Les notes sont 10, 10, 10, 10 et ainsi de suite. Et puis, la note maximale est 10. Alors maintenant, je vais saisir les éléments du tableau. Donc, E.saisir pour remplir le tableau de notes. Et puis, on va afficher. Alors, entrer la note numéro 1. Donc, je tape 15. La note numéro 2, 10. Numéro 3, 7. Et puis 19, et puis 12, 17, 6, 5, 12, et la note numéro 10, 13 par exemple. Et donc, il va nous afficher toutes ces notes. Il va nous afficher aussi la note maximale, mais bien sûr, après avoir affiché le numéro d'étudiant et son nom complet. Je tape entrée, le numéro 10, le nom complet Alami Amal, les notes de l'étudiant, voilà, ils sont affichés, les notes que nous venons de saisir, et puis la note maximale qui est 19. C'est-à-dire, notre programme fonctionne correctement. Alors là, j'ai testé la classe à l'intérieur du même package, à l'intérieur du package gestion étudiant. Si on cherche à le tester, si on cherche à tester la classe à l'intérieur, la classe étudiant, on cherche à la tester à l'intérieur de la classe école, en dehors du paquet gestion de notes. En dehors du paquet gestion de notes. Regardez la classe école. Il existe à l'intérieur du package école. Et la classe gestion de notes, la classe étudiant existe à l'intérieur du package gestion notes. Allons à école. Je vais déclarer une référence du type étudiant. Et donc là, il dit que ce type n'existe pas. Étudiant n'existe pas. Car étudiant n'existe pas dans le même package. Et donc, ce que je dois faire, je dois importer le package gestion de notes. Je pense qu'il va déjà nous donner une proposition. Alors, ici, étudiant, on va vérifier s'il va nous proposer l'importation. Donc, non. Alors, import gestion de notes, point étudiant. Donc, j'ai importé, ça doit être ici. Voilà. Regardez, j'ai importé, alors ici, étudiant E. Alors, sans importation, regardez. Alors, je suis, voilà, donc ici, déjà, il y a une classe étudiant. Je vais l'effacer, supprimer. Parce que nous, on aura besoin d'un objet de type étudiant qui existe, de type de la classe qui existe à l'intérieur du paquet gestion de notes. Voilà. Et donc, regardez l'erreur maintenant. Étudiant E. Donc, l'étudiant n'est pas défini. Il nous demande l'importation de étudiants qui existent à l'intérieur du paquet gestion de notes. Alors, import gestion de notes, point étudiant. Et donc, maintenant, je peux utiliser le type étudiant. Et puis, je vais créer un objet de type étudiant.
Alors, avant de créer un objet de type étudiant, je vais aller à la classe étudiant et je vais effacer le mot-clé public. Donc, directement classe étudiant. Donc, il y a un problème ici. Je ne peux pas importer la classe étudiant à l'intérieur d'un autre package. Pourquoi non? Parce que la classe n'est pas publique. Donc, il faut qu'il soit public. Sinon, il ne sera pas visible de l'extérieur du package. Donc, la classe ne sera pas visible de l'extérieur du package. Et du coup, on ne peut pas inclure étudiant. Donc, je peux inclure gestion note, la classe gestion note, regardez, car il est public. Mais étudiant n'est pas public et n'est pas visible. Et donc, pour la rendre visible, elle doit être déclarée public ici. Voilà. Donc, maintenant, il est public. Elle sera visible. Donc, je reviens. Alors, ici, point, regardez, il va nous donner les deux classes, étudiant et gestion note. Et donc, maintenant, il n'y a aucun problème. Par la suite, un reçoit new étudiant. Et il n'a pas donné l'accès au constructeur. Et donc, ici, à la classe gestion note, il nous a donné l'accès au constructeur. Et regardez le constructeur. Voilà le constructeur. On a un accès au constructeur, alors qu'en dehors du package gestion note, on n'a pas le droit d'accéder au constructeur. Pourquoi? Car le constructeur n'est pas public. Il a juste un niveau de protection par défaut. Et le niveau de protection par défaut pour le constructeur étudiant, c'est package. C'est-à-dire, il est public juste à l'intérieur du package. Il n'est pas public de l'extérieur. C'est-à-dire, il ne sera pas accessible de l'extérieur du package. Il sera accessible seulement à l'intérieur du package. Donc, toutes les classes qui existent à l'intérieur du package gestion note vont avoir la possibilité d'accéder à ce constructeur. Mais puisque l'école est créée en dehors du package gestion note, elle ne pourra pas accéder au constructeur de la classe étudiant car il n'est pas public. Il est protégé par le package. Et donc là, je vais utiliser le mot public. Et donc là, il n'y aura pas de problème. Regardez à l'intérieur de l'école maintenant. Un reçoit new étudiant, on aura la possibilité d'accéder au constructeur. Et donc, je peux préciser le numéro 25, le nom, Mohtedi, Selim, par exemple. Et puis, un point saisir. Saisir n'est pas accessible, car il n'est pas public. Alors, donc, gestion de notes est accessible. Et puisque je suis dans un autre package, je dois ajouter le mot-clé public obligatoirement à saisir. Public. On ne va pas pouvoir accéder aussi à la méthode affichée. Donc, il faut la rendre aussi publique. Je reviens maintenant à école. Alors, saisir. Et puis, un point affiché. On teste maintenant. Donc, je vais tester la classe étudiant à l'intérieur du package école. Donc, à l'intérieur de la classe école, du package école. Donc, je lance l'exécution. Entrez la note 1. Donc, ici, 10, 2, 3, 5, 17, voilà, 9, voilà, donc ici 15 et 14. Le numéro est 25, Mohtedi, Selim, les notes 10, 2, 3 et ainsi de suite. La note maximale est 17. Voilà. Voilà, donc, nous avons développé avec réussite l'ensemble des fonctions, l'ensemble des méthodes de la classe étudiant. On a testé la classe étudiant à l'intérieur d'une autre classe, de la classe principale gestion de notes qui existe dans le même package de la classe étudiant. Et aussi, nous avons effectué un test dans un autre package
à l'intérieur d'une classe dans laquelle il y a une fonction main, car si la fonction main n'existe pas dans la classe, on ne peut pas bien sûr exécuter le programme. Et voilà, donc il nous reste maintenant l'exercice suivant. Donc c'est un exercice qui demande la réalisation, bien le développement d'une classe enseignant qui est caractérisée par le code, le nom, le prénom, l'échelon, le nombre d'heures, le taux horaire, un constructeur, par défaut un constructeur avec paramètres, les getters, les setters. Donc les getters, ce sont des méthodes qui permettent, sont des méthodes publiques qui permettent de fournir la valeur des attributs, la valeur d'un attribut privé. Et la méthode setter est une méthode qui permet de modifier la valeur d'un attribut privé. Il y a ici affiché, c'est une méthode que vous devez aussi développer. Taux horaire est une méthode qui renvoie le taux horaire, donc en fonction de l'échelon. Et puis la méthode salaire qui calcule le salaire d'un enseignant en fonction de son échelon et en fonction du nombre d'heures du travail, et ainsi de suite. Méthode échelon valide qui renvoie true ou false. Donc, échelon valide est une méthode qui renvoie booléen, c'est-à-dire un résultat de ces booléens, c'est-à-dire la valeur devra être soit true, soit false. Taux horaire est un attribut un peu spécifique. C'est un tableau contenant les taux permettant de calculer du salaire en fonction de l'échelon. Ces données ne varient pas selon les enseignants. C'est pourquoi il doit être attribué de classe, donc statique. Il est souligné dans la classe, soit public statique label. Donc, ça, c'est l'instruction que vous devez déclarer, que vous devez utiliser pour déclarer la donnée statique taux horaire. Ici, un tableau qui vous montre le taux horaire qui correspond à chaque échelon. Et donc, ces valeurs sont déjà stockées dans le tableau. Et si je vous donne des explications en ce qui concerne les méthodes échelon valide, taux horaire et la méthode salaire, et donc d'abord, définissez la classe enseignant. Dans une classe principale nommée école, créez deux enseignants avec des données de votre choix, un avec un échelon correct et un avec un échelon erroné, c'est-à-dire un échelon qui n'appartient pas à l'intervalle 1, 11, et puis affichez les deux enseignants ainsi que leur salaire. Et donc, vous êtes appelé à réaliser cet exercice et puis on va le corriger.